Wasabi est une convention sur le Japon et son univers qui se déroule chaque année à Nantes, en tout cas chaque année où il n'y a pas de crise sanitaire Covid. Sauf que là, on ne parle pas de Wasabi la convention, mais Wasabi le film écrit par Luc Besson et qui nous raconte une des nombreuses aventures de Jean Reno. Alors dans le film, il s'appelle Hubert Fiorentini, mais vu qu'il ressemble à Jean Reno, qu'il a la voix de Jean Reno et qu'il a la classe d'un Jean Reno, c'est forcément Jean Reno. Alors après, les aventures aussi variées que Jean Reno fait de la plongée, Jean Reno enseigne le nettoyage ou Jean Reno au Moyen-Âge, notre héros badass national revient pour cette fois visiter le pays du soleil levant. L'histoire débute dans un nightclub parisien, à l'époque lointaine où l'on pouvait encore les fréquenter. Ce qui au passage fait de Wasabi un film de fiction historique. Un nightclub donc, où le commissaire Reno va pour interpeller une jeune femme sans faire de mal à une mouche. Sauf qu'en l'occurrence, cette femme n'est pas une mouche. Tout n'est que calme et volupté, et pourtant, certains roturiers manifestent leur mécontentement, jugeant l'attitude des flics cavalière et arrogante. Et c'est parti pour le show, c'est parti, tout le monde est chaud. Le respect du patrimoine culturel et des traditions oblige, la police répond de manière proportionnée et mesurée, c'est-à-dire à grands coups de poing dans la gueule. C'est donc bien une arrestation à la française. Il y a même un jeune gringalet qui tente sa chance. Il joue la carte fils de préfet, car comme chacun le sait, quand on a un parent dans les hautes sphères politiques, on a le droit de faire obstruction à une interpellation. C'est sûrement dans la loi, et un flic, c'est là pour faire respecter la loi. Et en même temps, le commissaire Reno, il en a rien à foutre de la loi. Dommage pour le freluquet, qui ne récoltera qu'un bourre-pif suivi d'une chute dans les escaliers. Ce qui est super efficace contre les fils de préfet. Les FDP, comme on dit. Bref, tout ça, c'était indispensable à la sécurité des Français, car le but était de démanteler un gang qui braquait des banques. Résultat, au moment de leur dernier casse, Reno, il est sur le coup. Il débarque en dérapage contrôlé. Il entre sans gêne, en s'annonçant à peine, négocie avec le leader jusqu'à littéralement lui casser les couilles, met des claques aux mijaurées présentes et désamorce la bombe en une demi-seconde. Résultat, quand il ressort, il n'a même pas besoin de s'épousseter le veston. À la fois commissaire, négociateur, force d'intervention et démineur, et tout ça pour seulement un salaire de commissaire. Voilà des économies qui doivent plaire au gouvernement. Seulement le problème quand on est trop badass, c'est qu'il y a de la casse avant d'avoir la classe. Du coup, son chef lui impose une exclusion assortie d'un type. Non pas un pourboire généreux, un travail d'intérêt personnel, qui consiste à devoir se trouver une gonzesse pour prouver qu'il est un homme, un vrai. Car c'est bien connu, on ne peut pas être un héros badass si on ne sait pas pécho de la meuf. Ah, sauf que notre héros, ce n'est pas n'importe qui. C'est Jean Reno, motherfucker. C'est un amoureux romantique. Il n'a cessé d'aimer une japonaise nommée Miko, rencontrée quand il était au RG en poste au Japon. Une idylle de quelques mois et quelques recettes de cuisine qu'il n'a pu oublier 20 ans plus tard. Enfin 19, comme il aime le préciser. Et ce, même si elle s'est barrée du jour au lendemain sans rien dire. Ouais, sur ce coup-là, elle a été plutôt froide, Miko. Et bien au moment où il est sur le point de tourner la page et de profiter de ses vacances forcées, il reçoit l'appel d'un notaire japonais au sujet de, je vous le donne en mille, la fameuse Miko. Comme le hasard est bien fait, à croire que tout avait été soigneusement écrit à l'avance. Enfin voilà qui va lui réchauffer le cœur, même s'il est question d'incinération. Et pouf, il part le jour même au Japon, tout frais payé. Ah, ce gros vénard. Arrivé à l'aéroport, il colle une peigne au contrôleur histoire d'annoncer son arrivée. C'est un peu sa carte de visite. Il est rejoint par un ancien collègue, Momo, qui s'avère extrêmement malhabile. Faut dire qu'il y en a des Tintins au RG. Momo l'emmène à son rendez-vous où il récupère une pauvre boîte avec quelques babioles. Autant dire que la mère Miko avait poussé le minimalisme japonais à son paroxysme. Oui, enfin, il y a une babiole qui rentrait pas dans la boîte, c'est Yumi. Effectivement, Reno se retrouve également tuteur d'une jeune femme âgée de 19 ans. Quel hasard. Bon, seulement pour 48 heures, car après, elle aura 20 ans, ce qui était encore l'âge de majorité à l'époque. La jeune femme a plus ou moins le même tempérament que son père, et le même nez aussi. Enfin, il paraît. Ça se voit pas, mais ils vont insister dessus, alors on se dit que c'est sans doute vrai. Elle ignore que Reno est son père, et a pour intention de le retrouver, de lui faire payer son absence, persuadée qu'il a violé sa mère avant de prendre la fuite. Version chaleureusement racontée par Miko, évidemment. Les réunions de famille vont être sympas, dis donc. Alors qu'en vrai, si elle avait su que son père c'est fucking Jean Reno, elle aurait trop fait la fière tellement c'est la classe internationale. Bref, ils s'en vont voir la dépouille de la mère. C'est dans une ambiance glaciale qu'on voit enfin Miko, allongé dans son cercueil tel un bâtonnet d'esquimau. Et là, Jean a une déformation. Non, pas son nez. Une déformation professionnelle, au niveau du nez. Non, toujours pas du sien, celui de la morte. Il remarque des cristaux autour des narines et de la terre sous les ongles. Ce qui prouve déjà que les thanatopracteurs ont fait un boulot dégueulasse, mais surtout que Miko a été refroidi. Commissaire Reno commence à enquêter tout en protégeant sa progéniture et en visitant le pays, car je vous rappelle qu'il est en vacances. Il en profite pour découvrir les spécialités locales, notamment le fameux wasabi, que lui bouffe comme rien parce que c'est Jean fucking Reno, motherfucker. Il apprend très vite que la mère Miko qui a perdu la vie faisait partie de la pègre japonaise, mais qu'en vrai, c'était un agent double infiltré qui, se sentant découverte,
a vidé les comptes du chef pour bloquer les fonds sur le compte de sa fille. Quitte à crever pour son pays en ayant abandonné l'homme de sa vie, s'assurer un petit héritage personnel de 200 millions de dollars d'argent sale, c'est une maigre compensation. Sauf que le zèbre, pas l'animal, le chef Yakuza balafré, il ne l'entend pas de cette oreille et menace Reno et sa fille, et ça, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Des tueurs tentent de liquider Jean pour kidnapper Yumi, mais Reno connaît toutes les ficelles du métier vu qu'il a lui-même été tueur à gages à New York. Résultat, le zèbre se dit que les manières de gentleman conviendraient mieux, et il les convie donc à faire un golf, parce que le golf, Jean le dit au début du film, ça détend. Et vu la nervosité du bonhomme, il y a plutôt intérêt à ce qu'il soit détendu quand tu le rencontres. Le zèbre veut se la jouer cool, mais effectivement, il y a un fossé entre être numéro 1 sur PlayStation et tenir un vrai club. Petite parenthèse, à cause de Covid, ces clubs-là n'ont plus non plus la cote. Comme il est mauvais perdant, il se venge et attend que Jean lui fasse une démonstration de ce qu'est un vrai swing de bonhomme, pour balancer toute la vérité sur les liens de filiation entre Reno et Yumi. Ce qui n'empêche pas le trou en un, parce que c'est fucking Jean Reno, motherfucker! S'ensuit une petite séquence émotion dont on se fout totalement, car une fois que le zèbre s'est barré avec Yumi, on assiste à un super round de Mortal Kombat. C'est vrai que le Super Smash Golf, ça le détend, le Reno. Le lendemain, le zèbre emmène Yumi à la banque pour récupérer son pognon. Sauf qu'en fait, c'est un piège. Jean et Momo sont là, ainsi que quelques collègues venus prêter main forte. Enfin, dans le jargon, on dit plutôt faire de la figuration pour habiller le décor. Parce que rappelez-vous qu'il est multifonction, notre commissaire. Un peu comme un couteau suisse. Le zèbre est défait, et en plus, il est toujours pauvre, parce que le pognon a été transféré sur le compte de Jean, qui va désormais pouvoir faire un doigt à sa banque. Après ce contentieux, le couteau suisse va pouvoir ouvrir un compte en Suisse. Tout est bien qui finit bien. Il a foutu le bordel comme à la maison, sa fille ne le déteste plus, et il a renoué des liens avec Momo. Bref, des vacances de rêve. Il rentre au pays avec le sourire, la tête chargée de bons souvenirs, et des valises pleines de flingues que Momo a eu la délicatesse de lui refiler sans passer par la case inspection. Quel filou ce Momo! Enfin voilà, c'était le pitch du film Wasabi qui, à part le nom, n'a rien à voir avec la convention qui devrait reprendre l'année prochaine. Enfin, s'il n'y a pas de nouvelle pandémie ou de Vigipirate rouge écarlate fluo, parce qu'un dégénéré se sera cru dans Assassin's Creed, infligeant des game over à tourne de l'âme. Une pensée pour les dernières victimes de cette folie, particulièrement à cet anti-obscurantisme, symbole de l'instruction qu'est l'enseignant. Car pour finir sur une note moins rigolote, être prof c'est un drôle de métier qui ne donne pas toujours envie de rire. À cause de toutes ces réformes qui partent dans tous les sens, on ne sait déjà plus où donner de la tête. Le monde marche sur la tête et pourtant on ose nous demander de garder la tête sur les épaules, alors que certains n'ont plus la leur à cause de dangereux psychopathes qui visiblement n'avaient pas toute leur tête non plus. Être prof, c'est une vocation qui n'est pas de tout repos et qui peut filer la migraine ou te faire perdre la tête, parfois littéralement. Regardez Samuel, il en a pâti. Trop tôt pour en rire? Ou trop tard? Peu importe car hélas, l'horreur est humaine et les criminels, contrairement au commissaire Reno, ne prennent pas de vacances. Et rien que d'y penser, j'ai la wasabi qui me mentonnait.